dans les locaux de Lille vous faire cette présentation aujourd'hui, mais bon, compte tenu des circonstances qu'on connaît tous, je vais le faire par visio. J'espère que le format sera correct pour vous. J'espère que j'irai pas trop vite. Par contre, je ne verrai pas vos messages si vous m'en mettez, parce que je serai en plein écran, donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il fallait, si je vais trop vite ou si il fallait éclaircir quelque chose. Et dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est potentiellement à la fin de revenir et de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, puisque vous êtes, si j'ai bien compris, tous dans une filière data analyst, data scientist, enfin en tout cas avec le mot data dedans. Donc on va mettre beaucoup de mots avec en préalable data. Il va y avoir beaucoup de data. Je vais surtout en fait m'attacher à vous expliquer, à vous raconter tout ce qui se passe dans les entreprises, alors pour ceux qui ont déjà connu le monde de l'entreprise, vous serez peut-être pas perdus. Pour ceux qui vont découvrir le monde de l'entreprise, ça va vous permettre de voir ce qui va se passer autour de vos projets, les projets que vous allez sur lesquels vous allez travailler avec la donnée, la data, tout ce qui se passe avant, pourquoi finalement on peut aussi aller chercher de la valeur avec autre chose que des algorithmes, parce que la data intrinsèquement a déjà de la valeur, et c'est ça que je vais vous raconter cet après-midi. Je vais commencer par me présenter. Je suis directeur des offres et d'innovation chez Cenesis. Je vous raconterai un petit peu plus ce qu'est Cenesis après. Ma vie se résume en quatre nombres, 4 indicateurs. J'exagère un peu, je pense que c'est un petit peu plus, mais en tout cas ce que je veux vous partager aujourd'hui. J'ai 49 ans, ça fait 25 ans que je suis dans le monde du conseil et le monde des entreprises de services numériques, les fameuses SS2I. Et de ces 25 ans, j'en ai passé déjà 22 sur la data, sur des projets autour de la donnée, et ça fait 9 ans que je suis chez Cenesis, qui est en fait une entreprise exclusive autour des sujets de la data. On est présent sur Lille, qui est le siège social, mais on est aussi présent à Nantes, et demain on devrait être présent à Lyon, Grenoble, enfin le sud-est de la France. La majorité de nos consultants donc sont plutôt lillois, et on est une petite entreprise de 25 personnes qui travaillons tous sur la data. Notre objectif pour nos clients, c'est de révéler le potentiel de leurs données, de faire en sorte qu'avec l'information dont ils disposent, qu'ils puissent en tirer des bénéfices, soit des bénéfices financiers, mais aussi des bénéfices pour leurs collaborateurs, pour leurs clients. Voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent en fait utiliser toute l'information dans leur système pour générer une nouvelle valeur. Et donc nous, par rapport à ça, on apporte la stratégie, on fait beaucoup de conseils autour de ça. De la méthodologie, et aussi de la réalisation de projets en développement, que ce soit des projets back-office de traitement de la donnée, ou des projets autour de la data science. Donc on se présente comme une data company. C'est data company, c'est évidemment un terme très marketing, mais en même temps ça apporte pas mal de choses pour nos clients. Nos clients sont plutôt des grands comptes,
la donnée est un sujet qui coûte assez cher finalement, et donc du coup, les TPE et PME sont pas encore aujourd'hui complètement centrés sur la valorisation de la data. Ça vient tout doucement, mais c'est aujourd'hui beaucoup plus des grands comptes de l'assurance, du retail, comme des Auchan, des ADO, des Decathlon dans la région du Nord. Du service public aussi, ils travaillent beaucoup avec la data, les ministères, les collectivités locales et territoriales. Voilà, donc il faut déjà avoir un certain volume d'informations pour la traiter et la sublimer. Donc par rapport à ça, nous on apporte des profils et on va recruter et animer des profils comme des data analystes, évidemment, data scientists, mais aussi des data engineers, architectes, des chefs de projet data. On fait beaucoup de qualité, c'est un sujet que je vais aborder avec vous cet après-midi. Et puis on fait aussi pas mal de choses autour de la visualisation et de du data storytelling. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir vous faire une présentation autour de ces sujets de data storytelling. Ce sont des sujets aussi passionnants, mais que je n'aborderai pas cet après-midi. Et donc nous, côté Synesis, on essaie d'apporter une nouvelle philosophie de la data. C'est encore plus, ça va être encore plus vrai après cette crise qu'on vit aujourd'hui, puisque c'est vrai que jusqu'à présent, tout le monde était bien centré sur la performance, la productivité, la recherche à tout prix d'une rentabilité. Très certainement que demain, les entreprises vont aussi se transformer, enfin en tout cas je l'espère, vont se transformer pour toujours aller chercher du succès, mais aussi pour faire en sorte que leurs services, leurs produits, les collaborateurs qui travaillent pour ces entreprises puissent aussi apporter des choses nouvelles pour le bien-être de tous. Et donc du coup, au travers ça, nous on a une vraie conviction, c'est que la data va pouvoir aussi servir à ça, donc à rendre heureux, à être meilleur et à grandir et à aller chercher du succès un peu différemment. Donc l'idée, c'est aussi pour nous de penser à la data dans cet esprit-là. Et globalement, ce qu'on se dit aussi, c'est que une bonne partie dans l'entreprise, le constat qu'on peut faire, c'est que une bonne partie des problématiques, des souffrances qu'on peut avoir au quotidien dans notre activité sont liées aussi au fait que la data n'est pas de bonne qualité ou qu'elle n'est pas disponible. Vous allez devenir data analyst, data scientist, vous allez passer une bonne partie de votre temps à aller chercher de l'information qui vont pouvoir être intégrées dans vos modèles, dans vos analyses, et vous allez voir qu'en fait, on passe un temps infini à aller chercher cette information, à se poser la question de savoir si elle est correcte, fiable, d'où elle vient, à qui elle appartient, et toutes ces informations-là, c'est autant de coûts pour l'entreprise et autant d'enjeux qui ne seront pas atteints pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Donc la data, elle a un véritable enjeu. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent le nouvel or noir, le nouveau pétrole, etc., etc. C'est pas comme ça qu'il faut, à mon sens, prendre la data. La data, elle a toujours existé, donc c'est pas un nouvel or noir, c'est pas un nouveau pétrole, ça a toujours été un moteur des entreprises. La seule différence, c'est qu'on commence à s'en apercevoir aujourd'hui et que en fait, on se dit, finalement, cette data qu'on a toujours manipulée depuis la nuit des temps, elle est maintenant plus visible parce que déjà en plus grand nombre qu'avant, et donc du coup elle a certainement des choses à nous dire et des choses à nous apporter. Et c'est en ça que de plus en plus les entreprises se retournent vers cette manne qu'est la data et qui peut les aider. Donc il faut déjà avoir en tête que
Un enjeu pour une entreprise, c'est tout ce qu'on peut gagner ou perdre en ne faisant pas quelque chose ou en le faisant. Il faut vraiment avoir ça en tête parce que souvent on, on confond enjeu, objectif, moyen. C'est assez flagrant dans les entreprises. Et ce qui est important, c'est d'avoir en tête que la donnée, si une première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la donnée elle a un enjeu rien que dans son existence. C'est-à-dire que si la donnée n'est pas de qualité, de toute façon, on gagnera. Enfin, il y a des fortes chances qu'on ne gagnera pas ce qu'on souhaite aller chercher. Donc, l'enjeu, la donnée, elle a déjà un premier enjeu, c'est d'être de bonne qualité et d'apporter tout ce qu'elle doit apporter à l'entreprise. Et pourquoi? Parce qu'en fait, de plus en plus, cette fameuse data est un moteur fort de la transformation. Depuis pas mal d'années maintenant, on parle de transformation digitale. Toutes les entreprises sont en train de se transformer digitalement. Donc, de mettre à disposition de leurs collaborateurs, de leurs fournisseurs, de leurs clients ou même des institutions, de nouveaux services et de nouvelles façons de travailler et de collaborer. Ces nouveaux services ou ces nouvelles façons de travailler touchent tous les services, tous les pans de l'entreprise, que ce soit le recrutement, l'innovation, la supply chain pour les entreprises de l'industrie ou du retail, toutes les opérations. Donc, cette transformation digitale est une vraie révolution dans les entreprises qui n'avaient pas encore pris ce pli et cette direction. L'idée étant derrière que ce que souhaitent faire les entreprises par rapport à cette transformation, c'est d'être au plus près de leurs collaborateurs, au plus près de leurs clients fournisseurs, et donc de partager plus d'informations avec eux de manière plus rapide, plus efficace, plus sécurisée. Et donc du coup, on s'aperçoit quand on fait cet exercice-là, ce cheminement-là, on s'aperçoit que la donnée est vraiment le liant de tous les projets de transformation qui sont opérés aujourd'hui dans les entreprises. Et donc du coup, il y a une vraie nécessité d'avoir une donnée qui soit accessible, qui soit valorisable pour les entreprises. Pourquoi j'en suis, moi, en tout cas, intimement persuadé et parce que j'ai fait beaucoup de projets depuis ces 20 dernières années. Et en fait, à chaque fois, on fait le même constat et moi, je le fais depuis vraiment beaucoup d'années. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que on parle maintenant. Enfin, c'est parce que la donnée est beaucoup plus utilisée justement dans les analyses, par des modèles de data science, etc., de machine learning, qui est toute cette tendance qui est venue avec le big data, en fait, a mis en exergue qu'il y avait un vrai sujet autour de la qualité de données. Mais en fait, moi qui faisais des projets au départ plutôt décisionnels, donc plutôt du reporting, du dashboarding, ce sujet de la qualité de données, on se le prenait de plein fouet quand on voulait mettre en place du reporting, parce que la donnée n'était jamais correcte comme on le souhaitait pour faire des tableaux ou des indicateurs. Et c'est seulement avec ce moment du big data il y a quelques années que finalement ça a été vraiment révélé. Et en fait, on s'aperçoit que une décision, alors je vous mets, c'est un avis d'expert, c'est mon avis en fait, je me considère comme étant l'expert dans ce cas-là. Je me suis aperçu au travers d'un certain nombre de projets que une décision sur trois
était prise sur une donnée finalement on ne savait pas dire si elle était, bonne ou pas bonne. Est-ce que la décision que je suis en train de prendre en tant que chef d'entreprise, en tant que, responsable d'équipe, est-ce que la décision que je suis en train de prendre, elle est basée sur des données qui sont de qualité ou vérifiées? C'est impossible à dire dans 1 cas sur 3 puisque, on n'a pas d'indicateur fort dans les entreprises du niveau de qualité de la donnée. Ça change, mais aujourd'hui, jusqu'à il y a encore dans très peu de temps, beaucoup d'entreprises n'avaient pas du tout ces indicateurs-là. L'autre constat qu'on peut faire, et ça c'est une étude qui a été menée et qui s'appelle, l'étude, du vendredi après-midi, les mesures du vendredi après-midi, c'est que, ce qui coûte un euro avec une bonne qualité coûte 10 € avec une mauvaise. C'est-à-dire que toute activité, toute opération qu'on va faire, qui normalement devrait coûter 1 euro si les informations qui nous servaient à faire cette activité-là, cette opération-là étaient bonnes, et ben, quand les données ne le sont pas, et ben, cette opération va nous coûter 10 €. On va passer plus de temps. On va, certainement faire, des erreurs. Il va falloir, redresser un certain nombre de choses. Typiquement, si on envoie, un courrier à une adresse, qui n'existe plus ou qui n'est plus bonne, ce qu'on appelle les plis non délivrés, ça coûte 1 euro à chaque fois qu'on envoie un courrier à une adresse qui n'est pas bonne. Quand une entreprise, alors heureusement, de moins en moins on fait de campagnes marketing par adresse postale, mais ça existe encore, ou quand on envoie simplement des factures, si on n'a pas la bonne adresse, ça nous coûte au moins 1 euro par pli non délivré. Donc il faut garder en tête que la mauvaise qualité, j'y reviendrai un peu après, cette mauvaise qualité, elle a un coût pour l'entreprise. Et puis le troisième indicateur qui est vraiment intéressant, et j'y reviendrai un petit peu après, c'est une étude qui a été menée par le cabinet Veritas, que aujourd'hui dans une entreprise, seulement 15% des données sont réellement critiques. Tout le reste, ce sont des données qui potentiellement ne servent à rien. Donc quand on a ça en tête, on peut déjà être un petit peu plus serein sur le travail qui va être à mener dans les entreprises. Alors pourquoi, je dis, excusez-moi, hein, je vais un peu vous bassiner en cette fin d'après-midi sur la qualité de la donnée, mais mon objectif, c'est que vous le compreniez bien, que c'est important. La mauvaise qualité des données, en fait, je l'ai déjà dit, c'est du temps qu'on passe à analyser pourquoi les mauvaises qualités et passer du temps à le corriger. Mais en fait, on passe du temps surtout à corriger ce qu'on voit. C'est-à-dire que on voit bien que qu'on n'a pas l'email de notre client. On voit bien que potentiellement le qu'on fonde la commande. C'est des choses qu'on peut voir en faisant un certain nombre de contrôles. Et puis il y a tout ce qu'on voit pas. Donc toutes les petites fuites qu'on a dans le plafond et qui jusqu'à ce que le plafond craque, on ne les voit pas. Et ces fuites en fait coûtent une somme assez importante aux entreprises parce que globalement ce sont des problèmes de qualité qui perdurent et qu'on n'adresse pas et qui globalement ce qui se passe, c'est que dans une entreprise, quand on a ce problème de qualité, qu'on n'a pas identifié comme étant un problème de qualité, est généralement réglé par une opération manuelle. Et moi, ça m'arrive souvent de faire des interviews et des audits, et puis quand je m'aperçois qu'il y a un problème comme ça, je demande à la personne, mais du coup, pourquoi ça n'a jamais été réglé? Et en fait, souvent, la réponse est, en fait, on n'avait pas vu, et de toute façon, ça a toujours été comme ça, et à chaque fois, moi, je dois aller chercher la bonne information auprès de telle personne. Enfin, en fait, les collaborateurs, pour régler les problèmes, font des tâches qu'ils ne devraient pas faire, mais qu'ils considèrent comme étant une tâche finalement normale, alors qu'elle ne l'est pas. Et puis, souvent, la qualité de données, c'est que tout de l'arrêt à corriger. Donc, on corrige. On voit qu'il y a une erreur, on la corrige. Et en fait, le fait de corriger, ça ne règle pas le problème. Et un vrai enjeu dans l'entreprise, c'est de régler les problèmes.
c'est-à-dire d'identifier le pourquoi ce problème est arrivé. Est-ce que c'est un process qui est défaillant? Est-ce que c'est un bug informatique? Est-ce que finalement on a demandé à quelqu'un de faire quelque chose, de saisir cette information et finalement c'était pas la bonne personne parce qu'elle n'était pas au bon endroit, parce qu'elle n'avait pas forcément la meilleure source pour mettre la donnée la meilleure. Donc toutes ces raisons-là vont faire que le problème ne sera pas réglé. Et c'est à ça qu'on doit s'attacher quand on commence à à travailler de la data en entreprise. C'est le cas de ce que nous, chez Censis, on fait. C'est d'identifier tous ces problèmes qui n'ont pas été réglés et qui mériteraient de l'être pour apporter une donnée de bonne qualité à des collaborateurs comme vous qui vont l'analyser derrière. Donc voilà, donc l'idée pour ce préambule, hein, l'idée c'est de se dire, et la data, d'accord, très bien, super, il faut aller chercher de la valorisation, on va appliquer un certain nombre d'algorithmes complexes pour comprendre, pour aider à prendre des décisions. C'est exactement ce qu'il faut faire dans cette transformation digitale de l'entreprise. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut que la data, elle soit connue, c'est-à-dire qu'on sache ce qu'il y a dedans, quelle est sa règle de gestion, comment elle s'est constituée. Il faut qu'elle soit qualifiée, donc il faut qu'on soit sûr que cette donnée, elle réponde à l'ensemble des critères de qualité qu'on a fixés. Et si c'est pas le cas, qu'on doit être aussi en capacité d'estimer le niveau de cette qualité, parce que on peut très bien, évidemment, on peut très bien se dire, mais c'est pas grave, si on a 90% de bonne qualité sur nos adresses email, ben c'est déjà quelque chose d'important. C'est vrai, on peut très bien faire beaucoup de choses avec 90% de qualité donnée, mais c'est important de savoir qu'on en a 90, parce que si on n'a pas cet indicateur-là, entre 50 et 100% de qualité, ben c'est complètement différent. Troisième point, il faut qu'elle soit accessible parce que elle peut être connue, elle peut être qualifiée, mais si on ne l'atteint pas, c'est-à-dire si on n'est pas capable de la trouver et de l'utiliser, ben du coup elle n'a aucun intérêt, aucune valeur. Et puis enfin, avant de la valoriser, il faut évidemment l'utiliser, c'est-à-dire il faut qu'elle soit utile dans les systèmes, dans les process, puisque je vais vous montrer après que, et c'est ce que je vous disais aussi juste avant, 15% uniquement de la donnée maintenue par des entreprises sont réellement des données utiles. Voilà, cette étude de Veritas montre que entre 15 et 20 et 17%, ça dépend des pays, et de la donnée identifiée comme étant critique. Ça veut dire qu'en fait, de ces 15%, ce sont bien des informations qui sont essentielles à l'activité de l'entreprise. Si ces données-là ne sont pas bonnes, l'activité n'est pas optimale, n'a pas la performance à 100%. Ça ne veut pas dire que toutes les autres données qui sont en dessous du niveau d'eau ne sont pas utiles à l'entreprise, c'est simplement qu'elles ne rentrent pas dans la criticité de la performance de l'entreprise. De ces 45% des données qu'on peut classifier, c'est-à-dire en gros la moitié des données d'une entreprise, d'un système d'information sont connues, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir où elles sont, de les nommer, d'y accéder en fait de manière assez simple. Et de ces 45%, en fait, on a 30% qui sont des données plutôt obsolètes ou redondantes, ou pas, ce que je vous disais, pas forcément critiques pour l'entreprise. Donc on a quasiment un tiers des données dans un système d'information qui finalement ne sont pas réellement des données à valeur. Et vous allez vous rendre compte quand vous allez commencer à faire des projets dans vos entreprises respectives, que vous allez certainement passer au départ un temps important à travailler de la data qui sera dans ces 30%.
Et tant que vous n'aurez pas atteint la fin de votre analyse, vous n'aurez pas confirmation que ces données-là sont inutiles. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel, et vous allez voir dans la suite de la présentation, que la gouvernance de la donnée qu'on va mettre en place dans une entreprise, dans une collectivité, va nous apporter ce regard-là et cette vision-là. En tout cas, c'est ce qu'elle cherche à faire. Et enfin, on a presque plus de la moitié, voilà, 54%, ça c'est les chiffres, je crois, pour les États-Unis. 54%, pardon, sont des données qui en fait ne sont pas connues. On les appelle les dark data. Donc des données qui existent, mais qui ne sont pas encore accessibles, qui sont aussi souvent dans des fichiers type des fichiers Excel, des documents, des choses qui sont sur les postes de chacun, mais qui ne sont pas partagées et qui pourtant pourraient avoir de la valeur. Mais aujourd'hui, on le sait pas et potentiellement on perd là une richesse qui pourrait apporter un peu plus de valeur au process de l'entreprise. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Walid El Abed, qui est un PhD en qualité de données, et qui dit tout simplement quelque chose de très simple, qui dit que la valeur des données est dynamiquement dérivée de la valeur générée par son usage. Ça veut dire que une donnée qui n'est pas utilisée n'a aucune valeur, déjà, c'est la première chose. Donc, tant qu'on n'a pas travaillé de l'information, tant qu'on n'aura pas expliqué ce que contient cette donnée et à quoi elle peut servir dans un process, cette donnée n'a aucune valeur. Et c'est bien, c'est important de l'avoir en tête. Ce que ça veut dire aussi, c'est que le niveau de la valeur générée par la donnée, est lié aussi à son usage dans l'entreprise. Plus on est sur une donnée qui est majeure, donc qui fait partie évidemment des 15% dont je vous parlais juste avant, mais qui en plus d'être dans les 15% et dans les 10 à 5% vraiment critiques, cette donnée, elle est essentielle et elle peut générer encore plus de valeur si elle est de bonne qualité. Donc c'est important pour une entreprise de connaître en fait l'usage de la data dans ses process. C'est ce que je vais appeler juste après les chaînes de valeur. Quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, c'est moi-même, Gilles Violet. Je vous ai envoyé ce petit texte, enfin je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais c'est le petit texte qui a accompagné la présentation d'aujourd'hui, en fait. Ce petit texte, en fait, il résume en fait ce que je viens de vous dire, et je pourrais presque m'arrêter là. L'idée, c'est l'importance de l'information et aujourd'hui pour les entreprises, toutes les entreprises savent bien faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire créer leurs produits. Elles sont très matures là-dessus. Vendre, quand on est dans le retail, vendre des produits, ça fait partie de leur ADN, de leur chaîne de valeur. Donc, très clairement, c'est des choses qu'ils font très bien. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui de plus en plus dans les entreprises, c'est d'aller chercher de nouvelles opportunités, de comprendre le contexte dans lequel on vit, de faire mieux pour moins cher. Et en fait, toutes ces pistes-là, c'est ce que vous allez essayer, vous, de faire ressortir avec les analyses, avec des algorithmes, avec des nouvelles pratiques comme le deep learning ou le machine learning. Mais avant d'atteindre ça, on va faire en sorte que cette donnée soit bien gouvernée dans l'entreprise pour que quand vous appliquerez vos modèles, cette nouvelle opportunité ou cette nouvelle compréhension de contexte, elle soit la plus efficace possible. Et donc du coup, ça m'amène à parler des chaînes de valeur. Donc des chaînes de valeur, il y a beaucoup de littérature autour des chaînes de valeur. Il y a des gens comme Michael Porter qui a il y a longtemps, dans les années 70 ou je sais plus, dans ces eaux-là, en fait,
à modéliser, hein, cette notion de chaîne de valeur. Typiquement, si je prends le cas d'Amazon, leur chaîne de valeur, c'est la supply, c'est leur capacité à délivrer, à livrer ses clients. C'est pas leur site web de vente en ligne, hein, c'est vraiment là où ils gagnent beaucoup d'argent, là où ils gagnent beaucoup d'argent, c'est bien dans leur capacité à délivrer le plus rapidement possible et à moindre coût les colis auprès de leurs clients. Une autre façon de voir les chaînes de valeur, donc celle que je viens de vous donner, c'est la chaîne de valeur selon Porter. Une autre façon de voir des chaînes de valeur dans l'entreprise, c'est de raccrocher ça à la data. Et donc, moi, je reste très intimement convaincu que une entreprise, elle n'a pas qu'une seule chaîne de valeur, elle en a plusieurs. Et je les modélise un peu comme celle-là, c'est-à-dire, en fait, une entreprise a X activités. Et ces activités, en fait, utilisent une information en entrée pour pouvoir fonctionner. Et chaque activité génère elle-même une ou plusieurs données qui va servir ensuite à une autre activité, etc., etc. Et c'est l'enchaînement de ces activités dans les process de l'entreprise qui va générer une valeur. Et donc, on comprend bien que si, à un moment ou à un autre, la donnée est pervertie dans cette chaîne d'activité, eh bien, il y a de fortes chances que la valeur, finale soit amoindrie. Donc c'est pour ça que, l'idée, d'identifier aussi, l'usage, des données dans les process et dans les activités de l'entreprise est fondamentale pour pouvoir, ensuite aller chercher, cette nouvelle valeur ou en tout cas la sublimer. Si je prends un exemple, en fait, une entreprise, qui fait, du ferroviaire, sans le citer, c'est Eurotunnel, donc le tunnel sous la Manche. En fait, chez Eurotunnel, ils ont 2 métiers, finalement. Donc ils ont, si je prends la définition de Porter, ils ont 2 chaînes de valeur. La première chaîne de valeur, c'est d'amener des voyageurs d'un point A vers un point B, donc de la France vers l'Angleterre et inversement. Et puis ils ont un deuxième métier, c'est de faire tourner du matériel roulant, des trains, des navettes, sur une infrastructure ferroviaire. Évidemment, ces 2 chaînes-là, en fait, elles se rejoignent au milieu, hein, puisque, à un moment, dans ce métier de faire tourner du matériel roulant, eh bien, on va y mettre des voyageurs. Et donc du coup, le point de rencontre entre ces 2 chaînes de valeur, c'est le cœur de leur métier, c'est-à-dire de faire en sorte que les voyageurs qui partent de France arrivent en Angleterre, le plus rapidement possible avec une satisfaction du voyage la plus forte possible. Et en fait, à chaque fois, dans chacune de ces points de passage, donc la maintenance de leur navette, la réservation des tickets, la planification des trains, l'exploitation, donc le fait de faire tourner les trains sur le réseau, et la gestion de l'infrastructure, ou d'un autre côté, de bien comprendre les attentes de leurs voyageurs, de définir les catalogues de leurs produits, donc ce qu'ils peuvent proposer en termes de services. Tous ces points-là, des points que vous voyez sur cette chaîne, ces chaînes de valeur, sont des points, des activités qui utilisent de la donnée et qui en créent également à leur tour. Et donc du coup, si je comprends pas bien les attentes de mes voyageurs, il y a de fortes chances que je ne fasse pas un bon catalogue de produits. Et si je fais pas un bon catalogue de produits, il y a de fortes chances que je ne vende pas suffisamment de tickets. Si mon matériel n'est pas en bon état, il y a de fortes chances que quand je vais faire tourner, ben, je risque d'avoir des pannes, des retards, et cetera, et cetera. Donc vous voyez bien qu'en fait, à chaque fois qu'une activité se déroule, elle génère de la donnée. Cette donnée, elle est en entrée de l'activité suivante, et cette activité suivante va en générer, et cetera, et cetera. Et globalement, la valeur qu'on va en retirer sera vraiment dépendante, dynamiquement dérivée de l'usage et de la qualité de l'information. Je prends un autre cas qui est une
le cas de l'agroalimentaire. Donc là, vous pouvez voir toutes les entreprises type Bonduelle, Dossi, Danone, etc. Toutes ces entreprises-là, en fait, de la même façon, partagent une chaîne de valeur un peu globale, qui est, les consommateurs ont des attentes, des envies, donc on va, voilà, j'ai en ce moment, il y a une forte tendance à revenir sur des produits un peu oubliés comme le panais, l'asperge, etc. Et bien du coup, il va falloir que les boîtes comme Bonduelle disent à leurs agriculteurs, ce serait bien de planter du panais parce que en ce moment ça cartonne. Et donc du coup, ça génère la matière première, etc., des produits qu'on met en boîte et qu'on vend chez Auchan ou Carrefour. Si on s'est planté et on n'a pas bien compris que c'était pas le panais qui était à l'ordre du jour, mais plutôt le topinambour, et on va se retrouver avec de la surproduction de panais et de la sous-production de topinambour. Et donc du coup, c'est très important d'avoir ça en tête pour qu'à chaque moment de la chaîne, on puisse générer le bon niveau de production, le bon niveau de stock, du coup, d'éviter d'être en rupture de stock si jamais on est sur quelque chose qui fonctionne bien, etc. Et donc finalement d'augmenter le chiffre d'affaires pour la boîte, l'ensemble des entreprises inclus dans cette chaîne de valeur, mais aussi la satisfaction des consommateurs. Vu différemment, si je reprends ce cas-là, le cas dont je viens vous parler de l'agroalimentaire, dans une entreprise d'agroalimentaire, il y a tout un tas d'activités. Il y a une activité de gestion du client, des commandes auprès justement de ces clients-là. Enfin, les clients qui commandent ou commander aussi auprès de ses fournisseurs, animer le catalogue, organiser les chaînes de production, fabriquer les boîtes de conserve ou les conditionner, c'est-à-dire mettre les produits dedans, etc. Donc tout ça, ce sont des activités. Et ce que vous voyez en gris sur cette planche-là sont toutes les données qui sont considérées comme les données critiques, donc les fameuses 15% de données critiques de l'entreprise d'agroalimentaire. Donc ce que vous voyez là, c'est un travail que j'ai fait avec l'entreprise Dossi. Dossi, les boîtes de conserve, les boîtes de légumes principalement. Et donc cet exercice qu'on a essayé de faire, c'est de voilà, quelles sont vos activités et quelles sont les données que vous utilisez dans vos activités. Et finalement, on est venu allumer sur chacun des chaînes de valeur. Ici, par exemple, la chaîne de valeur de la commande. L'idée, c'est l'objectif qu'avait Dossi, c'est d'augmenter le nombre de commandes de la part de leurs clients. Et donc, du coup, comment augmenter le nombre de commandes de la part de leurs clients, ça fait intervenir des activités comme la négociation, la contractualisation, la prospection. Ça fait intervenir des activités comme la programmation des chaînes de fabrication. Et tout ça, ça partage de l'information, celle que vous voyez en bleu en fait. Et donc du coup, toutes ces données-là et ces activités allumées en jaune ici, ce sont des activités et des données qui font partie de la chaîne de valeur de croissance des commandes. Et c'est si je suis sûr d'avoir des bonnes valeurs, une donnée de qualité dans toutes ces carrés bleus, il y a de fortes chances que les activités soient optimales et donc il y a de fortes chances que la valeur attendue à la fin, qui est un peu plus de commandes, soit également optimale. Voilà, donc le travail une fois que ce travail a été fait avec Dossi, par exemple, concrètement, ce qui se passe derrière, c'est que une équipe se met en place. Je vous parlerai un peu de qui compose cette équipe-là, pour mettre en place des contrôles de qualité de données au point que vous voyez là en jaune, mettre en place la bonne organisation dans les équipes métiers pour que cette donnée soit de bonne qualité, et d'avoir les bonnes mesures à la fin pour vérifier que on atteint bien l'objectif d'accroître les commandes. Et donc, encore le même Gilles Fiolet que tout à l'heure,
précise quand même que je vous parle depuis tout à l'heure de données liées au process, aux activités, mais évidemment, et je pense aussi à vous, hein, qui allez être dans ces sujets d'analyse et de prise de décision. Évidemment, cette donnée, elle intervient, elle est au service de la prise de décision. Mais vous comprenez bien avec ce que je vous disais avant que la prise de décision, elle ne sera que meilleure si l'ensemble de l'information est évidemment fiable, et que du coup, on puisse être certain que quand on prend une décision, on le fait sur une donnée correcte. Et quand du coup, si je focus un petit peu justement sur cette notion de prise de décision, puisque là, on était un peu en amont de tout ça, on était dans l'opérationnel, hein, les métiers opérationnels, les métiers de gestion. Je suis dans les activités industrielles des entreprises, mais finalement, à un moment, on va collecter toute cette information et cette donnée à des fins d'analyse et à des fins de prise de décision. Et l'idée, c'est aussi que globalement, on puisse faire en sorte que cette prise de décision soit aussi la plus efficace possible. Donc là, je sors un petit peu de la notion de qualité de données. Je vais plutôt parler finalement voilà, d'intelligence artificielle, ou en tout cas de faire en sorte que finalement la donnée, elle soit, enfin la prise de décision soit la plus la moins manuelle possible. Mais pour ça, encore une fois, hein, je reprécise, pour que tout ça puisse marcher, il faut que l'information soit juste. Et donc du coup, l'idée de ce que vous êtes vous en train d'apprendre dans votre parcours que vous allez mener là sur les prochains mois, bah, c'est justement de travailler sur ces sujets-là, donc d'arriver en fait finalement à à une prise de décision et une prise d'action la plus automatique possible. Donc on a cette étape, OK, quand on est à un point de vue manuel, on est plutôt dans le qu'arrive-t-il? Qu'est-ce que finalement, je suis dans le reporting. Je sors un tableau qui dit: «Beh, voilà, on a vendu autant de boîtes de conserve, on a livré autant de machines à laver», donc ça, c'est vraiment du constat comptable. Et ce qui est important, c'est de se poser la question de: «Mais comment est-ce arrivé?» Pourquoi ce mois-ci, j'ai vendu 10 de plus que le mois précédent? Quels sont les facteurs, quels sont les critères qui ont fait que j'ai surperformé ou sous-performé par rapport à une période précédente? Si on arrive à faire ce travail-là, ça veut dire qu'on va être capable potentiellement de dire: «Beh, OK, compte tenu de ce qui m'attend, du contexte dans lequel je suis, d'un certain nombre d'autres critères que je suis capable de valoriser, je suis en capacité de dire, ce qui va nous arriver». En gros, a priori, comme j'ai fait 10 sur les 3 derniers mois, que la tendance est plutôt positive, il y a de fortes chances que je réitère ces 10. Et donc du coup, une fois qu'on a la capacité de faire ça, on a certainement la capacité un petit peu plus, en rajoutant un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de données, la capacité de prescrire de manière un peu automatique. Et c'est tout l'enjeu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de dire: «Beh, voilà, compte tenu de toute l'information que j'ai, je vous dis qu'il serait intéressant de faire ça», ou je prends même la décision, pourquoi pas. Il y a aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui est capable de prendre la décision de réaliser telle ou telle activité, compte tenu de toute l'information dont on a disposé juste avant. Et donc du coup, cette possibilité-là, est essentielle maintenant de plus en plus pour les entreprises qui veulent avoir, un coup d'avance par rapport à leurs compétiteurs. Et donc du coup, ça refait encore une fois l'écho à tout ce que je vous disais avant. C'est important d'avoir en entrée de ce process-là sur lesquels vous allez certainement beaucoup travailler, d'avoir en entrée le maximum de données
fiable, connu, accessible. Et c'est là où toutes les systèmes se mettent en place et où cette notion de gouvernance va intervenir, et j'y reviendrai juste après. Ce que vous allez certainement voir dans les entreprises dans lesquelles vous travaillerez, ou peut-être que vous êtes déjà sur des projets qui font intervenir ce type d'architecture. On parle beaucoup de data lake, donc un réceptacle de données, un endroit où on va stocker de l'information brute, qui va venir de toutes ces systèmes d'information, d'applications qu'on va avoir, des applications web, mobiles, des systèmes, des ERP, donc les systèmes de gestion dans les entreprises, de sources externes aussi. De plus en plus, on est amené à travailler sur des sources qui viennent d'autres entreprises, du monde des collectivités. Typiquement, vous avez des entreprises comme Yuka. Je reviens sur Docile, hein, avec qui j'ai travaillé pas mal de temps. En fait, dans le monde de l'agroalimentaire, ils ont évidemment une peur bleue de l'entreprise Yuka, parce que ils viennent perturber leur métier en présentant finalement, enfin en donnant accès à de la donnée au grand public sur le contenu des produits et s'ils sont bons ou pas bons. Et donc du coup, c'est important pour des entreprises agroalimentaires d'avoir aussi accès à ces informations-là et d'être en capacité de maîtriser un petit peu plus ce qu'ils vont délivrer comme information au grand public aussi de leur côté. Et donc du coup, on a ces réceptacles de data lake qui vont contenir de l'information brute. Et ce data lake, pour vous qui allez être des virtuoses du Python, du Jython, du R, de toutes les technos de coding, sont ces données qui sont accessibles. Par contre, pour une majorité d'autres collaborateurs qui sont pas forcément appétents ou avertis, ça suffit pas. Donc l'idée aussi des entreprises, c'est de pouvoir raffiner de l'information, donc de ce que j'appelle c'est pas moi qui l'appelle, il y a d'autres personnes comme moi qui appellent ça de la data pool, donc une piscine. C'est-à-dire que on a la donnée brute qui est un lac, on vient y mettre des lignes de nage, un petit peu de chlore pour enlever toutes les bactéries, et puis on a une donnée qui est raffinée, qu'on a améliorée, enrichie, standardisée. Et puis en fait, de ces données raffinées, on va pouvoir, avec des process de deep learning, machine learning, etc., la spécialiser et apporter encore peu plus de valeur à ce qui était déjà des données brutes. Donc là, c'est là où on vient parler d'une baignoire, hein, finalement. On va rajouter des huiles essentielles, un petit peu de bougie autour, pour que la donnée soit vraiment la plus sympathique possible à l'usage derrière. Et donc du coup, d'avoir en fait finalement ici une donnée qui sera valorisée. Ça, c'est tout le travail que finalement vous allez faire, ou vous faites déjà évidemment, pour servir des applications, servir des prises de décision, etc. Voilà, donc cette architecture-là, vous pouvez l'avoir en tête, vous allez la rencontrer assez souvent. Évidemment, ces termes-là, database, data pool, sont pas forcément utilisés dans toutes les entreprises, hein. Data lake, oui, c'est devenu maintenant un nom assez courant, mais pour le reste, pas forcément. Je vais revenir, alors si vous avez, comme je bois un verre d'eau, vous pouvez éventuellement prendre la main si vous avez déjà des questions. Sinon, je continue. Donc la qualité des données, je vais y revenir un petit peu pour rentrer un petit peu plus dans le détail.
vous expliquer un peu ce qu'on y met derrière, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Déjà, il faut avoir en tête les différentes catégories d'informations qu'on peut manipuler dans un système d'information. Donc, vous avez des données qu'on va appeler des données structurées et des données non structurées. Le non structuré, c'est généralement ce que je mettais tout à l'heure dans le dark data. On retrouve beaucoup de ces données-là dans le dark data, donc c'est tout ce qui va être du média, du patrimoine documentaire, du message. De plus en plus, on le traite dans les boîtes. De plus en plus, on est en capacité de gérer ça, mais ça reste encore quelque chose d'assez. On est encore beaucoup en mode laboratoire dans les entreprises là-dessus. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est la donnée structurée, donc tout ce qui va être contenu dans les bases, dans des bases de données structurées, des fichiers, etc. Et donc, du coup, il faut avoir en tête que ces données, généralement, elles sont structurées comme ça. Vous avez des données maîtres, ce que vous voyez, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre d'OSI, des chaînes de valeur, le client, le produit, l'organisation dans l'entreprise, ce sont ce qu'on appelle les données maîtres, donc des données qui sont structurantes pour l'entreprise. Si ces données-là sont pas bonnes, il y a de fortes chances que tout le reste soit pas bon. On a des données qui sont ce qui constitue ces données maîtres, donc l'adresse du client, les données logistiques pour les produits, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on va attacher, les attributs qu'on va attacher aux données structurantes. Ensuite, on a des données de référence qui sont des données de type liste de valeurs, monsieur, madame, la liste des communes, les codes pays, etc., qui doivent également être généralement de bonne qualité et surtout partagées dans l'entreprise. Vous avez encore beaucoup d'entreprises qui, dans un système, monsieur est codifié avec un 1, madame avec un 2, et puis dans d'autres systèmes, c'est pas 1 et 2, c'est M et MME. Donc, quand on commence à vouloir rapprocher, ça marche plus. Et puis, on a ce qu'on appelle les données de fait. Donc, c'est toutes les données de transaction, les commandes, les factures, les événements. Et puis, la corrélation de tout ça, la donnée décisionnelle, qui est finalement une donnée consolidée de tout ce qu'on vient de voir. Donc, ces différentes catégories, c'est ce qu'on va manipuler au quotidien. Et c'est ce qui doit être bon. Quand une information, une de ces données-là n'est pas bonne, il y a un impact direct sur l'entreprise. J'en ai déjà un peu parlé. En fait, on voit qu'il y a 5 types d'impact majeurs. La satisfaction des tiers, donc la satisfaction de nos clients, de nos partenaires, de nos fournisseurs. Donc, si une donnée n'est pas bonne, il y a de fortes chances qu'on puisse impacter cette satisfaction. Ça peut avoir un impact sur les coûts, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, j'envoie un courrier à une adresse qui n'existe pas, ça me coûte 1 euro. Mais cette adresse, cette campagne, par exemple, cette campagne marketing que j'envoie à une adresse qui n'existe pas, c'est aussi du manque à gagner. C'est-à-dire que potentiellement, j'ai perdu un client. En tout cas, je ne l'ai pas gagné. Le quatrième impact, c'est la prise de décision. J'en ai parlé aussi. On va prendre une mauvaise décision, donc ça va forcément avoir un impact financier sur l'entreprise. Et enfin, l'image de marque, la conformité. Il y a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, à cause de la qualité de la donnée, se prennent des amendes, que ce soit autour de la donnée personnelle, vous avez entendu parler de la RGPD, évidemment. C'est des sujets qui font écho aussi à la qualité de la donnée. Gilles, excusez-moi, je me permets de vous couper. Il y a une question d'Amandine qui demandait est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent permettre d'évaluer rapidement la qualité d'une donnée? Qui permet d'évaluer rapidement la qualité d'une donnée. Oui, alors je vais y venir juste après. Je vais répondre à la question d'Amandine juste après. Parfait. En fait, on va travailler justement à mesurer ça, et je vais vous expliquer un peu le process de ça juste après.
ce qui est certain, c'est que avant de pouvoir mesurer justement et de mettre un indicateur à ce niveau de qualité, ce qui est important, c'est aussi de savoir d'où ça vient. Et donc d'identifier, de diagnostiquer un petit peu les raisons de cette mauvaise qualité. Et en fait, ces raisons sont assez sont multiples. Hein. Elles sont principalement, elles sont liées à des process défaillants. C'est quasiment 50% des raisons de la mauvaise qualité des données, c'est un mode opératoire qui est défaillant. C'est-à-dire que globalement, le process, il est soit perverti, c'est-à-dire qu'on n'applique pas le process qu'on devrait appliquer, ou alors le process est pas adapté. Je vais vous prendre un cas concret. Une entreprise de vente de vêtements pour enfants pour laquelle je travaillais s'était aperçu, alors ça date déjà d'il y a longtemps, hein, s'est aperçu que ils n'avaient pas suffisamment d'adresses email de leurs clients. C'est-à-dire qu'ils avaient un taux, et ça une première réponse à Amandine, c'est que le niveau de complétude de l'adresse mail était très bas. On était à 30 ou 40% de mémoire. Et donc du coup, ils se disaient mais comment je peux faire comment je peux toucher plus de clients, donc il faut absolument que j'augmente mon niveau d'adresse email. Et donc du coup, la décision qui a été prise, ça a été de rendre obligatoire la saisie de l'adresse email dans le système de caisse. Et donc du coup, tous les clients qui passaient dans le magasin, qui achetaient un vêtement dans l'enseigne, ben on lui demandait son adresse email. Et je pense que vous avez tous connu ça et vous le vivez encore. Beaucoup d'entreprises vous demandent votre adresse email. À l'époque, donc c'était obligatoire pour cette enseigne, et donc du coup, le client qui n'avait pas forcément envie ou n'en avait pas, à cette époque-là, tout le monde n'avait pas forcément une adresse email, ne le donnait pas. Et donc du coup, ce que faisait le caissier ou la caissière, c'était de mettre une adresse bidon, enseigne@enseigne.com. Et donc génial, hein, à la fin, l'indicateur était remonté de 20% à 100%. On avait 100% des adresses email. Mais finalement, on n'avait pas pour autant réglé le problème, c'est qu'on avait toujours 70% d'adresses qui n'étaient pas utiles. Et donc du coup, c'est ce mode opératoire, cette façon, la décision qui avait été prise pour régler le process n'était pas du tout adaptée. Ça ne fonctionnait pas. Et en fait, j'avais pas forcément de solution miracle, hein, il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut plutôt inciter le client à donner son adresse email que le rendre obligatoire. Donc voilà. Les deux autres, pour 40% ou 30% des cas, le problème de qualité de données, c'est aussi un problème de langage commun. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on pense qu'on parle de la même chose et en fait, on ne parle pas de la même chose. Et donc, du coup, vous avez des données qu'on estime servir à ça et en fait, pas du tout. Ça n'a pas du tout cette utilisation-là, cet usage-là. Et donc, du coup, on considère qu'elle n'est pas de bonne qualité parce que on est complètement déphasé par rapport à ce qu'on s'attendait à avoir. Donc la donnée n'est pas forcément mauvaise, c'est juste que dans l'intitulé et dans ce qu'on veut en faire, c'est pas correct. Et ça, c'est aussi une grosse partie des problèmes qu'on rencontre dans les entreprises. Et pour une petite partie, c'est des anomalies informatiques. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand je pose des questions, quand je fais des interviews d'origine, quand j'essaie de savoir un peu quelles sont les origines de la mauvaise qualité, mais souvent on me dit que c'est à la faute de l'informatique, c'est un bug, voilà. Et en fait, quand on creuse, pas du tout. Les bugs sont finalement une infime partie des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bug, hein, ça veut dire simplement que c'est vite identifié et vite réglé, vite corrigé. Et donc tous les autres problèmes sont des problèmes récurrents. Donc patience, Amandine, j'arrive. C'est pas encore maintenant que je vais répondre à votre question, mais ça va venir. Pour être aussi bien clair, il faut avoir en tête qu'une donnée a plusieurs critères de qualité. Elle doit être unique, elle doit être complète, elle doit être exacte, consistante, cohérente ou pertinente.
Je sais plus si je sais plus. Non, je crois que je fais pas j'ai pas de slide qui présente ça derrière. Très rapidement, unique, bah, évidemment, il est important qu'on n'ait pas X fois le même client, X fois le même produit dans nos bases, parce que sinon, évidemment, l'information n'est pas juste, l'information est diluée sur les doublons. Donc, il est essentiel de rendre unique la donnée. Elle doit être complète. Hein, je vous parlais du cadre d'email juste avant. Complète, ça ne veut pas dire 100%. Hein. Enfin, vous avez bien compris mon problème de la marque de vente pour enfants. Hein. Complète, ça veut dire que l'information, son contenu est dans sa complétude est utilisable en fait. Pertinente, très, très clairement, les emails qui comportaient une adresse générique n'étaient absolument pas pertinents et n'apportaient aucune valeur. Elle doit être cohérente, ça veut dire que des données sont souvent entre elles, on va les comparer entre elles. Par exemple, si je peux comparer le numéro de sécurité sociale avec le genre de la personne. Si ça commence par un 1, le genre de la personne doit être monsieur, par exemple. Donc, on peut faire des contrôles de cohérence. Elle doit être consistante, ça veut dire que la donnée dans les ensembles des systèmes qui l'hébergent doit avoir la même valeur. Si j'ai une donnée qui est dans 2 systèmes différents, ben, il faut qu'elle soit identique dans les 2 systèmes. Et enfin, elle doit être exacte, c'est-à-dire que la valeur doit être juste. C'est un critère qui est extrêmement compliqué à mesurer parce que on ne sait jamais finalement. Enfin, je vous donne mon adresse email, jeffiollet@cenesis.com. Très certainement, cet email fonctionne. Peut-être que cet email existe, mais est-ce qu'il est pour autant exact? Est-ce que c'est pour autant le mien? Il n'y a que moi qui le sais en fait, hein, finalement. Donc c'est compliqué de gérer cette exactitude. Et puis on pourrait rajouter accessible et intègre qui sont d'autres critères aussi qu'on pourrait mesurer. Et en fait, la donnée, elle a une qualité intrinsèque, c'est-à-dire ces critères-là d'exactitude, d'unicité, etc. C'est vraiment la donnée qui est propre à sa valeur, à elle. Et puis on a une qualité qui est extrinsèque, c'est-à-dire qui est conjoncturelle. Donc la pertinence, en fait, elle va être mesurée à instant T. Si on la mesure à instant T plus 1, elle pourrait varier parce que finalement, elle dépend beaucoup d'un contexte, d'une conjoncture. Voilà, donc c'est important aussi d'avoir cette notion intrinsèque et extrinsèque. Et j'en viens à la mesure de la qualité de la donnée. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la donnée, elle est soit bonne, soit pas bonne, évidemment. Donc, soit valide, soit KO. Par contre, cette notion de, comme je le disais juste avant, cette notion de valide et OK ou KO, en fait, elle dépend beaucoup d'un contexte, elle dépend beaucoup d'une exigence. C'est-à-dire que si je reprends le cas de mon email, si c'est pas renseigné, on pourrait être amené, on pourrait dire, ben, finalement, c'est pas renseigné, donc c'est KO. Mon email n'est pas bon parce qu'il n'est pas renseigné. C'est pas tout à fait vrai. Il y a typiquement, si j'ai pas en tant que client, j'ai pas donné mon accord pour être contacté par email, donc l'entreprise n'a pas le droit de me contacter avec mon email. Bah, finalement, qu'elle ne l'ait pas, c'est pas grave en soi, parce que de toute façon, même si elle l'avait, elle pourrait pas l'utiliser. Et donc du coup, dans ce cas-là,
la donnée, on ne va pas la considérer comme mauvaise. Et donc, c'est important d'identifier l'exigence, et c'est ce que j'appelle une exigence d'excellence dans les métiers. C'est de bien définir quelle est la règle d'exigence qu'on va avoir par rapport à une donnée. Donc, mon email, la donnée email, mon exigence, elle pourrait être, elle doit être renseignée si mon client a donné son accord. Donc, si j'ai quelque part un flag qui me dit accord contact email. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir identifier ce que j'appelle la base 100, c'est-à-dire je vais pouvoir récupérer tous les clients qui ont donné leur accord pour être contactés par email vont être mon périmètre, ma base 100, sur laquelle je vais contrôler mon adresse email. Et donc, du coup, si pour ces clients-là qui constituent en fait mon périmètre, j'ai des emails qui ne sont pas renseignés, ben dans ce cas-là, ils seront évidemment nommés comme, enfin identifiés comme KO, et les autres identifiés comme valides. Et le niveau de validité, enfin ce niveau ici, donc le nombre de données valides sur le nombre de données totales, c'est ce que j'appelle l'indice d'excellence des données. C'est un premier indicateur, Amandine, pour mesurer le niveau de qualité de données. Donc, c'est-à-dire, mon email, il est bon à 90%. Ça veut dire que j'ai 90% de mes clients, pour 90% de mes clients qui ont accepté d'être contactés par email, j'ai cette information. Et donc, du coup, je suis capable de mesurer une valeur apportée par mes 90% de mes clients. Typiquement, je vais prendre un cas, peut-être que d'ailleurs c'est un cas que je me présente juste après, mais si je décide de faire une campagne marketing sur l'email, sur ces 90%, enfin sur ces 100% de mes clients, j'en ai 90 que je suis sûr de toucher avec mon email, et potentiellement de ces 90%, certains vont acheter mes produits. Et donc du coup, c'est cette valeur-là que je vais générer. À l'inverse, les 10% qui me manquent ont aussi, sont aussi un indicateur de qualité. C'est un indicateur qu'on appelle un indicateur clé de valeur d'impact, c'est-à-dire mes 10% me font perdre potentiellement ou me font pas gagner autant d'argent. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va mesurer en fait le niveau de la qualité de l'information. Donc ça veut dire que c'est un travail important, hein, parce que grosso modo, on devrait faire cet exercice-là sur chacune des données critiques dans l'entreprise. Évidemment, toutes les entreprises ne font pas ça, parce que sinon ça représenterait un boulot monstre. Donc du coup, on s'attache en fait en fonction des chaînes de valeur, le travail que je vous ai montré tout à l'heure. On identifie les chaînes de valeur, on identifie les données qui contribuent à apporter de la valeur dans cette chaîne de valeur, et on va mesurer l'IED, l'indice d'excellence des données, et l'ICV de chacune de ces données-là pour prendre les bonnes décisions. Et on va aussi se satisfaire potentiellement. On ne va pas essayer de chercher absolument à avoir 100%. Ça fait partie des prises de décision qu'on pourra avoir avec ces indicateurs-là. Est-ce que j'ai répondu à la question, Amandine? A priori, oui. Je vois pas, hein, si vous tapez. Oui. Oui, super, parfait. Donc voilà, par exemple, voilà, c'est exactement le cas dont je vous parlais, c'est exactement celui-là. Donc c'est un travail que j'ai fait pour une entreprise. Alors pour le coup, c'est une entreprise qui vendait des fournitures de bureau. Ils voulaient animer leurs clients de type professionnel. Et donc du coup, l'exigence, la fameuse exigence d'excellence, c'était un email est exploitable s'il est renseigné, conforme et s'il obtient, donc si le client a donné son accord. Et puis on faisait un test de conformité selon le pattern suivant. Et en fait, donc du coup, on s'est rendu compte que suite à cette première audit, ça date, hein, vous voyez que c'était en 2015, l'IED lié à cette base de professionnels était
52%. Ça veut dire que 48%, faut se rendre compte de ça, hein, 48% de leurs clients professionnels avaient donné leur accord pour être contactés par email, mais globalement, on n'avait pas l'information. Soit il était vide, soit il y avait un trait, enfin, il y avait rien d'intéressant dedans, et pour 26 cas, des choses qui n'étaient pas conformes. Et ce qui était encore assez surprenant, c'est que 25% de ces 52% avaient acheté l'année précédente. Donc on était en 2015, avaient fait des achats l'année précédente, et pour autant, on n'avait quand même pas l'email, alors qu'ils étaient d'accord pour d'être contactés par email. Donc ils avaient un vrai travail à faire là-dessus. Et donc on l'avait valorisé. Comment on avait valorisé? Donc ça donnera encore un peu plus de concret à ce que je disais juste avant. On avait valorisé à partir d'un panier moyen. Et donc du coup, si on considère que l'objectif qu'on voulait faire, enfin l'objectif d'avoir cet email professionnel, c'était d'augmenter le panier moyen. C'est ce qu'on cherchait à faire avec notre chaîne de valeur. Et ben grosso modo, pour tous ceux pour lesquels on avait un email, on générait à peu près un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que pour ceux pour lesquels on n'avait pas un email, en fait, ça nous coûtait, il y avait un manque à gagner de 200 000 euros. Donc en fait, on s'est aussi rendu compte à travers ça que finalement, les 52%, les 48% qui nous manquaient avaient finalement un impact assez faible au regard de ce qui était produit sur le chiffre d'affaires de la population. Donc il y avait un vrai effort, et ils pouvaient travailler sur le sujet, mais finalement le résultat n'était pas forcément on n'allait pas gagner énormément. Donc derrière, ces indicateurs de taux de qualité et d'indicateurs de valeur, en fait, ça permet de prendre une décision. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour aller chercher des emails auprès de ces populations-là? Oui ou non? Est-ce qu'on est en capacité de dépenser un peu de ces 200 000 euros pour aller chercher 200 000 euros de gains? Voilà, c'est ce type de démarche qui peut être faite en entreprise. Donc j'en arrive à la gouvernance de la donnée, puisque derrière, une fois qu'on a résolu ces problèmes de qualité, on a résolu une partie des problèmes. On n'a pas tout résolu, parce que ce que je vous disais aussi, c'est que il est important pour une entreprise de connaître son patrimoine data. Avant de le qualifier et de le fiabiliser, il faut d'abord le connaître. Et donc du coup, la gouvernance va faire partie de ça. Enfin, c'est un moyen de mettre en place des méthodes, des stratégies, des organisations pour faire en sorte que la donnée soit connue, et que vous, quand vous êtes sur vos réflexions d'analyse, votre recherche de nouvelles opportunités, vous puissiez avoir la meilleure connaissance possible de l'information que vous allez travailler. Et donc la gouvernance, c'est quoi? Globalement, c'est des organisations, c'est des équipes. Il faut avoir un socle de personnes qui s'occupent de ça, avec une stratégie derrière, une volonté de faire quelque chose, des process, donc des méthodologies qui vont nous permettre de mettre en place cette bonne gestion de la data. Des outils, vous allez être amené à travailler avec évidemment les outils de qualité dont on vient de parler, mais aussi des dictionnaires, de la documentation, de la traçabilité, la donnée que je suis en train d'utiliser, d'où elle vient, par quel système elle est passée, qui a en charge cette information dans l'entreprise. Et puis surtout, il y a un grand pan de la gouvernance qui est la communication, la conduite du changement. Pour que tout le monde se sente, pour que la donnée soit connue et fiable, il faut que tout le monde se sente motivé et engagé dans l'entreprise. Il suffit qu'une partie des collaborateurs ne joue pas le jeu pour que finalement la donnée à la fin ne soit pas utile.
Il y a un exemple très concret en ce moment. J'imagine que vous êtes tous, vous regardez tous, enfin, vous pouvez regarder un peu la télé en ce moment. Et il y a un débat aujourd'hui sur l'application Stop Covid qu'on pourrait être amené à utiliser à la fin du confinement. C'est très clairement ça. Cette application, elle n'aura d'intérêt que si tout le monde l'utilise. Si personne ne l'utilise, elle n'a finalement aucun intérêt. Dans l'entreprise, c'est pareil. La donnée, elle sera bonne, elle sera de valeur que si tout le monde joue le jeu dans l'entreprise de répondre aux exigences dont on a parlé juste avant. Donc c'est important, ce pan de la gouvernance est extrêmement important. On va travailler les quatre piliers de la gouvernance, les 4 piliers de la génération de valeur, qui sont la connaissance, j'en ai parlé, la qualité, j'en ai parlé, l'accessibilité, j'en ai parlé. Ce dont j'ai un petit peu moins parlé, c'est de la sécurité, mais c'est aussi tout aussi important. C'est-à-dire que toute l'information, elle doit être aussi sécurisée. On peut pas, typiquement la RGPD encadre beaucoup la donnée données personnelles, mais ça peut être vrai pour toute donnée critique dans l'entreprise. Il faut être en capacité de savoir qui l'utilise, à quelle fin, pour éviter des problématiques de réglementation et de conformité. Il y a 3 types, il y en a 4 en vrai, mais je ne parlerai pas la dernière qui est une gouvernance un peu particulière autour de la réglementation, mais il y a 3 grandes gouvernances de la donnée dans les entreprises qu'on peut rencontrer. Celle qui est souvent mise en place et qui est venue en fait avec justement tout le big data, tout ce qui s'est passé autour du big data et la résurgence de l'importance de la data, etc. C'est la gouvernance de l'usage, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, et évidemment, ça vous concerne fortement, vous qui êtes sur ces sujets-là. La gouvernance de l'usage, c'est en fait, c'est d'être en capacité de mettre la donnée au cœur des analyses pour optimiser la prise de décision. Donc, c'est de faire en sorte que la donnée, elle soit utilisée, qu'on la connaisse bien et qu'on puisse la valoriser. Et donc, du coup, on va travailler, généralement, quand on fait ce type de gouvernance, on travaille autour des architectures que je vous ai présentées, Data Lake, etc. Il y a un autre type de gouvernance qu'on voit dans l'entreprise, c'est la gouvernance qui va être liée au projet informatique. En fait, il y a des entreprises, ça a été le cas de Dossi dont je vous parlais tout à l'heure. Dossi, en fait, nous a contacté Synesis pour mettre en place la gouvernance chez eux, parce qu'ils étaient en train de mettre en place de nouveaux, ils étaient en pleine transformation digitale, ils étaient en train de mettre en place des nouveaux systèmes d'information. Et en fait, ils se sont dit, du coup, comme je suis en train de mettre un nouveau système d'information en place, ça serait quand même intéressant d'avoir une bonne qualité de données à mettre dedans. Et c'est ça qui a finalement été le déclencheur de la mise en œuvre de la démarche de gouvernance chez eux. Et puis il y a un troisième cas un troisième déclencheur de gouvernance, de démarche de gouvernance, qui est la gouvernance d'entreprise. Donc des entreprises qui se disent j'en ai marre de traiter de la mauvaise qualité de données et je veux faire en sorte que tous mes process soient pilotés par la bonne qualité de données. Et on va parler de data driven généralement. Donc je veux que mon entreprise soit pilotée par la data. Et toutes les nouvelles startups aujourd'hui sont dans cette vision-là. Pas très loin de nos amis lillois, pour ceux qui sont à la Walcott School de Lille. Là. Vous avez pas loin de chez vous une boîte qui s'appelle Sancrop, qui propose aux agriculteurs d'avoir des capteurs météorologiques dans les champs. Eux, ils sont vraiment complètement centrés sur la data et ça fait partie de leur ADN de manipuler de l'information. Donc, ils sont vraiment dans cette logique de gouvernance d'entreprise très fortement. Donc voilà, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que ce sont des déclencheurs. C'est-à-dire, c'est par là que les entreprises vont rentrer dans la notion de gouvernance de la donnée, se disent
il faut que je mette en place une gouvernance dans mon entreprise pour que ça puisse être, pour que mon entreprise puisse performer encore plus. Mais dans tous les cas, qu'on passe par l'usage, qu'on passe par la pratique ou qu'on arrive directement à la gouvernance d'entreprise, l'objectif, c'est d'arriver à la gouvernance d'entreprise. Il faut absolument que les entreprises soient data-driven parce que il n'y a que comme ça qu'elles vont être compétitrices. Et il n'y a que comme ça qu'elles vont pouvoir avoir un coup d'avance à chaque fois. Je vais le dire un peu différemment. Si une entreprise qui n'est pas data-driven, voilà à quoi elle ressemble. Un foutoir, un ensemble un nuage à gauche, un nuage à droite. J'ai des besoins d'information qui me viennent des analystes, qui viennent de mes partenaires, des partenaires qui me demandent de l'information, de mes process. Je suis sur ma chaîne de fabrication, j'ai besoin de savoir combien je dois produire de boîtes de conserve cette semaine. J'ai des besoins d'information, mais ces besoins-là, j'ai du mal à les exprimer comme il faut. C'est-à-dire que en tant que métier, je le dis avec mon langage, je le dis avec mes mots, et c'est pas forcément les mêmes que mon analyse, c'est pas les mêmes que mes partenaires. Et à gauche, j'ai tous les systèmes qui produisent de l'information. Pareil, j'ai des systèmes, des ERP, j'ai des partenaires qui m'envoient de l'information, j'ai des applis mobiles, des web, etc. J'ai des labs qui m'envoient des données. Et ça, pareil, c'est un joyeux foutoir. C'est-à-dire que chacun produit l'information comme il l'entend, avec la structure qu'il entend, avec la façon de formater la donnée comme il l'entend. Parfois, je vais mettre une chaîne de caractères, parfois, je vais mettre du numérique. Enfin, bref, chacun fait un peu comme il veut. Tout ça, ça se parle pas. L'objectif de la gouvernance, c'est de tirer un trait bien droit entre tout ça et de faire en sorte que les besoins, qui resteront toujours les mêmes, mal décrits, enfin en tout cas pas faits de manière uniforme, on peut pas travailler là-dessus, c'est très compliqué de faire en sorte que chacun parle le même langage. Il faut y arriver, mais c'est pas forcément simple. Tout comme on peut pas intervenir sur tous les systèmes pour faire quelque chose de bien linéaire. Donc c'est le rôle de la gouvernance de tirer, de mettre en place entre les deux un référentiel d'information. Et donc d'être en capacité de dire, voilà, j'ai une information, j'ai un besoin qui est émis, je peux le prioriser. Est-ce que cette information qu'on m'a demandé, je la connais? Est-ce qu'elle existe déjà? Est-ce qu'elle est bonne? Si elle n'est pas bonne, est-ce que je peux la redresser? Est-ce que je peux faire en sorte qu'elle soit meilleure? Est-ce que je peux l'organiser? C'est-à-dire, est-ce que je peux la mettre à disposition et la structurer? Et enfin, est-ce que je peux la présenter et la rendre disponible? Voilà, c'est tout le rôle de la gouvernance de faire ça, en fait. Et à côté, évidemment, s'assurer qu'on respecte bien les RGPD et qu'on communique bien autour de ça. Et donc du coup, les entreprises, elles vont petit à petit, une entreprise qui va mettre en place une démarche de gouvernance va petit à petit devenir mature. Donc au départ, une entreprise est complètement insensible à la gouvernance de la donnée, enfin insensible à la data. Et puis petit à petit, elle va devenir consciente des problèmes qu'elle a et que peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. Et puis après, elle va se dire, ok, j'ai bien compris que j'avais un problème, et je vais mettre en place des choses pour que ça puisse être meilleur. Et enfin, une boîte qui est data-driven, elle est complètement mature sur l'ensemble des process, enfin l'ensemble des leviers de progression. Et on va ici retrouver les quatre éléments importants de la gouvernance qui sont l'organisation, les process, l'outillage et la communication. Et en fait, une entreprise, elle va progresser d'une manière un peu différentielle selon les leviers de progression, mais l'objectif étant d'arriver à une maturité globale sur l'ensemble des quatre axes de la gouvernance. Et donc aujourd'hui, moi, je vois des entreprises qui sont bien organisées, donc elles sont bien presque dans la maturité au niveau de l'organisation, mais par contre, elles sont encore très faibles au niveau de l'outillage. Et donc du coup, ok, ils ont une bonne équipe, etc., mais pas encore suffisamment les outils pour que ce soit complètement efficace. À vrai dire, aujourd'hui, j'ai pas vu d'entreprise qui soit mature sur les quatre leviers. Ça existe, enfin peut-être que ça existe, mais moi, en tout cas, j'en ai pas croisé. Aujourd'hui,
depuis 2 ans, il y a des boîtes qui vraiment progressent beaucoup, mais c'est encore, voilà, c'est encore complexe. Et souvent, d'ailleurs, le bas blesse sur la conduite du changement. Et donc pour faire ça, en fait, je vous disais, il faut une organisation, il faut des hommes. Une gouvernance, c'est tricéphale. C'est-à-dire que pour que ça puisse fonctionner, il faut 3 cerveaux, enfin 3 groupes de cerveaux. Il faut un sponsor, quelqu'un qui soit en capacité de prendre une décision, hein, et puis de trancher à un moment ou à un autre s'il faut trancher. Et généralement, on va voir apparaître un nouveau poste dans les entreprises qui va s'appeler du Chief Data Officer. C'est un métier qui est apparu il y a 3-4 ans à peu près. Enfin, il y en avait un petit peu avant, mais réellement dans les entreprises, il y a voilà, 4 ans, on va dire. Et plus le Chief Data Officer est proche de la direction générale, plus on a de chances que la gouvernance fonctionne. Ensuite, il faut des experts, des gens qui font autorité dans l'entreprise, donc des gens qui soient en capacité d'exprimer des exigences dont je parlais tout à l'heure, de dire ma donnée, elle doit répondre à telle et telle exigence. Il faut aussi des architectes de données, des personnes côté informatique qui sont en capacité de dire moi cette donnée-là, on va la retrouver à tel endroit, elle sera structurée de telle façon. Si on n'a pas ces référents, ça risque pas de fonctionner. Et puis il faut des animateurs, il faut des gens qui soient en capacité de porter le sujet, de faire en sorte qu'il y ait une vraie contagion des enthousiasmes, parce que c'est pas quelque chose de... C'est quand même souvent vu dans les entreprises comme quelque chose de un peu rébarbatif, pas très sexy. Remplir des dictionnaires, c'est pas forcément la panacée. Et donc du coup, il faut des gens qui comprennent bien les enjeux et qui soient capables de faire de ça, de mettre du fun dans ça. Et on va parler, enfin c'est là où on va voir apparaître le rôle aussi de data steward dans les entreprises. Et du coup, le data steward, en fait, il a quatre missions principales. La première, c'est de bien définir les exigences et de mesurer la qualité de la donnée. De faire en sorte qu'on ait bien identifié les données essentielles. Je vous disais tout à l'heure, un des rôles principaux du data steward, c'est d'aller cartographier les données critiques, les 15 fameux % de données qui sont importants, et de mesurer qu'elles sont de bonne qualité. De contribuer à l'élaboration des plans d'action pour corriger l'information quand elle n'est pas bonne, et surtout de régler les problèmes, hein, je dixit ce que je disais au tout début, et enfin de communiquer, donc de manière permanente, d'expliquer ce qui est fait, et pourquoi c'est fait, et pourquoi c'est important. Dans les entreprises, il y a plusieurs manières de faire. Vous avez des entreprises qui souhaitent pas centraliser ça. La gouvernance, elle est pas centralisée. Donc on va mettre en place un Chief Data Officer, et puis on va constituer un groupe avec des gens qui sont dans le métier, ou dans la DS, dans l'informatique, à la DSI. Et puis ils vont se réunir une fois toutes les semaines, tous les mois, et traiter les sujets. Et puis vous avez des entreprises qui décident de centraliser, donc avec une vraie équipe dédiée, avec un data office, dans lequel on va retrouver les stewards, les architectes, et puis le chief data officer. Et évidemment, nous, chez Synesis, on pousse beaucoup pour que ça soit comme ça, que ça puisse être un data office dédié, parce que c'est ce qui est réellement efficace. Maintenant, toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens de mettre ça en place, ça coûte un peu d'argent. Et donc, vous voyez ici, en fait, les différents rôles qu'on va retrouver. Donc, vous avez des compétences qui sont internes à la démarche. Les Chief Data Officer, j'en ai parlé. Data Steward, j'en ai parlé. On va retrouver, moi j'aime bien ce rôle. Alors, l'évangéliseur, souvent on me fait le reproche de ce mot-là en me disant, ça fait un peu religieux, etc. C'est vrai. Et du coup, j'essaie de le changer, mais je trouve pas encore de terme qui puisse... un autre terme qui pourrait être aussi parlant, mais pour Synesis, en fait, cette personne-là, c'est vraiment celui qui met le changement, qui accompagne le changement, qui fait de la communication. C'est un peu le community manager de la data dans l'entreprise. Et puis on va retrouver quelqu'un qui doit être aussi en capacité de bien modéliser les métiers, c'est-à-dire de transcrire en modèle de données, les métiers de l'entreprise.
Et le dernier, c'est j'aime bien celui-là aussi, c'est le data storyteller ou le data deliverer. C'est important aussi d'accompagner en fait l'entreprise qui va devenir data driven, enfin qui va vraiment s'orienter autour de la data et la mettre vraiment au cœur de ses process. C'est important aussi qu'elle change sa façon de travailler avec la data et que plutôt que de faire du reporting, des tableaux à n'en plus finir qui comportent 40 colonnes et 350 lignes, d'avoir des choses en fait finalement qu'on raconte de plus en plus des histoires un peu à la mode d'un journaliste. Voilà, c'est qu'on en profite, on profite de cette démarche de gouvernance aussi pour changer les façons de travailler dans l'entreprise et que voilà qu'on soit plus dans cette logique de manipuler la data de manière un peu plus parlante et moins contraignante. Et puis vous avez des gens qui participent, évidemment le sponsor, là, généralement c'est le directeur général qui va être sponsor de la démarche. Les sachants métiers, ceux qui connaissent bien leur process et qui seront capables d'exprimer des exigences. Moi j'aime bien les appeler des chain value officers. C'est un terme que vous rencontrerez pas en entreprise, mais j'aimerais bien que ça existe vraiment comme ça, tel quel dans l'entreprise. Les data owners, c'est un vrai sujet dans la gouvernance. Je ne vais pas trop m'appuyer là-dessus, mais c'est celui qui va. Le data owner, c'est celui qui vraiment fait autorité, c'est-à-dire qui est capable de prendre une décision. Il faut changer un process parce que justement, je reprends mon cas de l'enseigne qui avait imposé la saisie de l'email. C'est au data owner c'est à lui de dire mais ça marche pas, il faut changer. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Sous évidemment les conseils de l'équipe data. Ensuite, des urbanismes, c'est des gens qui sont plutôt côté SI, comme les responsables applicatifs. Voilà, et donc du coup, j'en ai terminé. L'idée, c'est que vous avez peut-être pu voir que j'ai mis des images avec des hamburgers, des chefs cuistots, des avocats, etc. Parce que tout ça, c'est comme un bon gueuleton en fait. Si on a des bons produits, si le chef est talentueux et que les équipes qui ont produit des repas, quand on est collaborateur ou quand on est client, et ben en fait on est bien content de se régaler à la fin. Et c'est exactement ça qu'il faut avoir en tête quand on travaille la data. C'est que derrière, l'idée c'est d'en tirer profit et donc du coup de faire en sorte qu'on puisse se régaler. Et donc là, tout ce que je vous ai présenté, il faut pouvoir en tirer profit. Et donc du coup, de votre côté, quand vous serez, vous, dans les projets, dans les entreprises, à intervenir sur les sujets de qualité, j'espère que vous repenserez un petit peu à moi et que vous poserez ces questions-là. D'où vient la donnée que je suis en train d'utiliser? Est-ce qu'elle a des critères d'excellence? Est-ce que quelqu'un est capable de me donner les critères d'excellence de l'information? Et est-ce qu'elle les respecte? Quel est le niveau de la qualité que je suis en train de travailler? Et à quoi elle sert dans l'entreprise? Et si vous vous posez ces questions-là à chaque fois que vous allez manipuler de l'information, vous allez contribuer à faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience, si c'est pas le cas dans l'entreprise, et que quelque part il y ait cette volonté de tirer profit de l'information. Donc vous avez, vous, en tant qu'analyste, une carte à jouer dans cette gouvernance et dans cette démarche-là auprès des entreprises. Voilà. J'espère que j'ai été ça a été pas trop long déjà, et que ça a répondu à ce que vous attendiez de cette présentation. N'hésitez pas, je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question. Alors d'abord, merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Merci. Est-ce que vous voudriez bien remettre la slide qui était juste avant la gouvernance de la donnée sur l'exemple de l'entreprise avec les emails? C'était Optim, quelque chose comme ça. Oui, je vais faire ça tout de suite. Merci.
Celle-là. Oui, C'est ça. exactement. Ouais. Alors, je me demandais, donc vous disiez, alors, pardon, c'était pas celle-ci, c'était celle juste d'après sur la valeur. Voilà, exactement. Donc, ceux qui ont un email exploitable ont un panier moyen à 88 €, email non exploitable à 70 € et je me demandais quelle était la causalité entre les deux. Est-ce qu'on est certain qu'il y ait une causalité ou est-ce que ça pourrait pas, il pourrait pas simplement y avoir une corrélation avec peut-être le fait que les clients qui acceptent de donner leur email, qui donnent un email valide, et cetera, sont peut-être des clients plus engagés dans le processus d'achat et qui, de toute façon, auraient dépensé plus? Oui, alors ça, je retrouve bien les analystes dans cette question, c'est super. Oui, oui, c'est tout à fait juste, hein, et d'ailleurs, l'objectif qui était derrière ça, c'était justement de se dire, mais finalement, on s'aperçoit que ceux qui ont donné leur email, ils dépensent plus que ceux qui le, enfin, ceux pour lesquels on a l'email dépensent plus pour ceux qui l'ont pas. Donc forcément, certainement que, ben, on les joint, donc ils achètent plus, hein. Et c'est pour ça en fait alors j'ai plus tout en tête, hein, ça date maintenant, mais je sais plus, j'ai plus tout en tête, mais c'est pour ça qu'on a finalement chiffré l'impact à 18 €. C'est-à-dire qu'on a bien pris la différence entre les 2 pour chiffrer ces 200 000 €. On s'est pas dit, on aurait très bien pu se dire: «Ah bah tiens, finalement, le panier moyen, c'est 83 et donc le manque à gagner, c'est 83 fois le nombre de personnes pour lesquelles j'ai pas l'email», et ça aurait pas été juste, en fait. Ça aurait pas été juste, et donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que, si on amenait ces gens-là si on avait leur email, bah, potentiellement, ils dépenseraient 18 € de plus. Voilà. Donc oui, il y a une causalité, et c'était bien ça qu'essayait de faire cette entreprise, c'était de régler ce sujet-là, en fait. D'accord, merci. Ça répond à la question? Oui, à peu près. Oui et non, Et oui et non. non, d'accord. Je reste totalement pas persuadée, enfin, je suis pas sûre de comprendre comment est-ce qu'on prouve cette, causalité? Et Ah, peut-être on que la prouve pas, non, non, on la prouve pas. C'est en fait, on n'est pas sûr qu'il y ait une d'accord. causalité. C'est juste qu'on se dit, si j'avais un email, potentiellement, il pourrait dépenser 18 € de plus. Oui, donc en fait, on pourrait Voilà, refaire le même travail peut-être 1 an plus tard et exactement. voir le Est-ce que et là ça est-ce mesurer la que ouais, causalité pour le ex coup. tout à fait. Ce que j'ai pas dit, c'est que, mais c'est une bonne remarque. Quand je dis enfin, les chiffres que je présentais, c'était 206 000 € et enfin voilà, c'était quasiment au centime près. Il faut évidemment pas prendre ça comme argent comptant, et le client, enfin l'entreprise sur laquelle on travaillait, se disait pas: «Tiens, l'année prochaine, je vais avoir 200 000 € de plus», hein. C'est une tendance en fait, c'est une idée. Potentiellement, on pourrait gagner 200 000 € de plus, mais évidemment, on n'en est pas complètement certain. Mais ce dont on est sûr, c'est que si on n'a pas l'email, c'est que de toute façon, le client, il y a peu de chances qu'il vienne nous voir. Enfin, moins de chances qu'il vienne nous voir. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Comme Esther, donc merci beaucoup pour vos explications. C'était très clair et très intéressant. Ma question porte sur l'accueil en fait par les entreprises par rapport aux travaux qu'ils vont avoir à mettre en œuvre, aux modifications éventuelles. Est-ce qu'ils ont d'abord conscience de ce que ça va impliquer et du temps que ça va prendre? Je suppose que c'est pas magique et que ça se fait pas sur une simple année. Et des investissements aussi, parce que c'est pas gratuit tout ça évidemment. Donc voilà, comment c'est accueilli et vécu par les clients en général? Alors, généralement, c'est les personnes qui nous contactent, donc qui contactent Senesis, l'accueillent plutôt bien parce que eux quand ils nous contactent, c'est qu'ils sont conscients du problème. Par contre, ce qu'on rencontre souvent, c'est que ceux qui nous contactent ne sont pas les décideurs, enfin pas forcément les décideurs, et en fait, ils nous contactent en disant: «Je sais que j'ai un problème et j'aimerais bien que vous nous aidiez à convaincre notre direction qu'il faut qu'on fasse quelque chose». Et c'est là que ça commence à coincer souvent. Parce que comme vous le dites, bah, ça demande de l'énergie. Vous avez compris que ça fait intervenir un certain nombre de personnes qui, généralement, ont d'autres choses à faire dans leur quotidien, hein. Quelqu'un qu'on va dire: «Tiens, tu vas être maintenant data steward», bah, il est pas, du jour au lendemain, il va pas devenir data steward, hein. Il est peut-être, contrôleur de gestion, il est peut-être, chef des ventes, donc
On va modifier un peu les organisations, peut-être faire de l'embauche, acheter des outils, dépenser du temps qui potentiellement va pas tout de suite avoir des bénéfices. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas toujours accueilli de la meilleure des manières. Et souvent, ce que j'entends, hein, moi, c'est non mais vous savez, l'entreprise elle fonctionne comme ça depuis 50 ans. Je vois pas, enfin, j'ai pas l'impression que qu'on fait pas bien les choses. Et souvent, moi, c'est ce que je leur dis, c'est que vous faites bien les choses, enfin, vous savez faire ce que vous faites très bien. Maintenant, vous pourriez faire mieux, de manière différente. Et tout le travail, justement, c'est ça, c'est d'aller se raccrocher à la stratégie de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise, on va lui demander, c'est quoi votre objectif, enfin votre stratégie à moyen terme, c'est quoi? C'est d'être le leader, de vendre le premier à vendre ce service-là, enfin, d'être le champion de ceci ou le champion de cela. Ça va être leur objectif, leur stratégie, même si c'est pas vraiment une stratégie, mais c'est l'idée. Et donc du coup, nous, on va se raccrocher à ça en disant, comment la data, elle pourrait vous aider à atteindre cet objectif-là. Et c'est comme ça qu'on va amener l'argumentation et qu'on va les amener à changer de paradigme. Par contre, il y a des entreprises qui une fois qu'on a fait ce travail-là avec les équipes, mais la direction, elle pourrait très bien dire, non, le jeu, enfin, j'ai l'impression que le jeu on veut pas forcément la chandelle. Donc voilà, c'est assez, selon les entreprises, ça peut varier. Mais en tout cas, nous, chez Cenesis, on a accompagné, je crois qu'on a fait notre 25e entreprise en début d'année, là, quelque chose comme ça. Autour de la gouvernance, des sujets de la gouvernance, et globalement, il y en a encore peu qui se sont arrêtés finalement. D'accord, merci. Et vous procédez par une première approche qui serait peut-être éducative, c'est-à-dire pour expliquer à ces gens-là peut-être de ne pas s'attendre à de la magie, oui. Je suppose. En fait, la présentation que je vous ai faite aujourd'hui, généralement, je la fais peu ou prou. Je rentre pas, enfin, je suis allé un peu plus dans le détail pour vous sur les sujets de qualité de données, mais peu ou prou, je fais la même chose dans l'entreprise. Je commence souvent par ça, en fait, pour justement éclairer avec des cas concrets. Hein. Je vous ai parlé de dossiers, je vous ai parlé d'Eurotunnel. C'est des cas que j'ai le droit d'exprimer, donc voilà, je le fais. C'est important aussi pour les entreprises de pouvoir se référer à d'autres entreprises. Et après, en fait, ça marche par des ateliers. On les accompagne avec des ateliers en essayant de découvrir leurs données utiles, en essayant de découvrir les chaînes de valeur, rapprocher ça de la stratégie, quelles seraient les meilleures, la meilleure organisation possible pour eux. Enfin, tous ces ateliers-là qui, en gros, la mise en place d'une démarche, enfin, le cadrage pour arriver finalement à avoir quelque chose, une démarche qui peut être lancée. Ça met un ou 2 mois en fait. Et puis et après, moi ce que je leur dis, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à ce point de départ où on a fixé tout ce je viens de vous dire, je leur dis vous avez maintenant 100 jours pour réussir. Tout comme un président de la République, tout comme quelqu'un qui rentre dans une entreprise. 100 jours, c'est un préavis, hein, quelque part. Donc voilà, vous avez 100 jours pour réussir. Si au bout de 100 jours, vous n'avez pas réussi à montrer un petit quelque chose, c'est que ça ne marchera pas. D'accord, merci, oui. Entendu. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions ? Bonjour Karine. Bonjour. À un certain moment donné, vous avez fait référence au data lake, dont là je vais plus parler un peu moins de valeur, mais il faut quand même récupérer la donnée. Oui. Techniquement parlant, bon, vous avez des données majeures, donc, oui. soit dans des ERP ou autres. C'est ça. Et en fait, comment ça se gère de manière vulgarisée, comment vous pouvez récupérer cette donnée avant ne serait-ce déjà que de pouvoir la nettoyer ou faire ce tri, ce côté qualitatif?
est-ce qu'ils vous donnent des accès? Enfin, peut-être c'est un peu indiscret comme Ça dépend. question. Ouais, ça dépend beaucoup des entreprises en fait. Hein. Mais généralement, c'est des projets qu'ils font eux, donc les accès, ils les ont. Et on va tirer des flux en fait. En quelque sorte, on va mettre en place des connecteurs entre les systèmes amont, donc les ERP par exemple, les outils de CRM, des choses comme ça. On va mettre en place des connecteurs qui vont venir alimenter le data lake. Voilà, ça va être des flux, hein, tout simplement. J'extrais de l'information d'un côté et je l'alimente de l'autre côté. Et puis, il y a aussi typiquement, par exemple, pour Eurotunnel, il y a beaucoup de données qui viennent aussi des capteurs, puisque forcément, il y a beaucoup de capteurs dans le tunnel quand le train passe sur les voies, etc. Il y a énormément de capteurs. Ces capteurs, en fait, on voit en continu de l'information dans le data lake pour être traité derrière. D'accord. Mais c'est leur data lake. Mais c'est leur data lake, oui, Voilà, c'est pas le nôtre. Hein. Oui, bien sûr, Ouais, oui, ouais. pardon. Non, c'est évidemment leur data lake. Nous, on fait que du conseil. Hein. On n'héberge pas, on n'est pas éditeur de solutions. Hein. Oui, parce que c'est lourd le data lake. C'est pour Oui, ça bien que sûr. je vous demandais. Oui, D'accord, très bien. Nous, généralement, quand on intervient sur ces projets, c'est pour les aider à définir l'architecture. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, typiquement, c'est l'architecture d'Eurotunnel. Voilà, on va les aider voilà, ça sera important pour vous d'avoir un data lake, d'avoir un data pool, un database, de brancher tel et tel connecteur, mettre la qualité à cet endroit, à cet endroit. C'est ça qu'on va faire, nous. Hein. On va les conseiller. Voilà. D'accord. Et après, donc, vous avez un data architecte minimum dans l'équipe, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, Ouais, d'accord. Et puis on a des personnes qui interviennent sur le projet en tant que ils font des flux, quoi. Ils travaillent sur la. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Visiblement non. Okay. Bon, très bien. Moi, je vous remercie pour votre intervention. Je vais vous quitter et je vais vous suivre. Je vais suivre vos activités maintenant. N'hésitez pas sur LinkedIn. Oui. N'hésitez pas. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à tous et avec plaisir pour peut-être une autre présentation, en tout cas sur l'île, pour les Lillois, peut-être à Marseille, pourquoi pas. Et puis dans les autres régions. À bientôt. Oui. Merci beaucoup, Jules. Merci pour tout le temps. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, Thibaut.